Allez, et retour à tout le monde. On est à quelques heures, on va dire, de Sukkot, après Rosh Hashanah, après Yom Adin, après Yom Kippour, après Yom Kippourim. Eh bien, on arrive maintenant à la deuxième partie du mois, à savoir la partie où, à Simcha Poetet Geder, où la joie, donc la Simcha, l'allégresse, brise toutes les barrières. Et Baruch Hashem, après tout ce que l'on a travaillé pendant la première partie, maintenant on arrive au dévoilement final de la simcha, de la dvekut, l'attachement à Hachem. Et donc, cela se manifeste, comme d'habitude dans toute la Torah, par l'accomplissement de mitzvot. Et là, en l'occurrence, la mitzvah, donc, vers laquelle nous courons, c'est la mitzvah de Souka. Je pense que l'immense majorité d'entre vous a déjà préparé sa Souka ou est en train de la préparer. Et donc, avant de parler des détails, ça va être un shiur aujourd'hui essentiellement orienté vers les détails donc de Kashrut d'une Souka, la mitzvah de la mitzvah de Kimua mitzvah de Souka. Donc, d'abord et avant tout, il faut penser au pourquoi de la chose. Qu'est-ce que c'est que cette mitzvah? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Surtout qu'en l'occurrence, contrairement à dans l'immense majorité des mitzvot, la Torah nous dit que l'on en fait, on doit l'accomplir l'eman quelque chose. L'eman yed'u dorotechem, ki basukot shafti et bo'otiotam eret mitraim. La Torah nous dit on va aller on va rentrer dans des soukot afin que l'on sache que on est sorti d'Égypte et que Hachem nous a fait vivre dans des sous-côtes, on va voir ce que ça veut dire. Des man, la Torah nous dit, il n'y a pas tenté, il y a trois mitzvot, et la mitzvah Touka fait partie des trois mitzvot, la Torah les kavanotes qu'il faut avoir, bien sûr, il y a la technique, il y a le détail dont on va parler. Alors, j'ai envie de vous dire que c'est peut-être une des principales à la Chawa que j'enseigne ce soir, c'est la kavana que vous allez voir quand vous allez manger le premier kazaït de pain dans le soir, dans la souka, le soir donc de Sukkot. Donc, Bezrat Hashem, mercredi soir prochain, on va manger un kazaït de pain et on va voir les kavanot suivants. Zechel Etziat Mitzrayim. Il faut s'en rappeler que Dieu veut qu'on mange dans la souka, qu'on fait la mitzvah de souka, pour se souvenir que Dieu nous a sortis d'Égypte et nous a fait vivre dans des conditions précaires pendant 40 ans dans le désert, et les sous-côtes dont il est question dans la Torah, il y a divergence d'opinion, mais nous tenons essentiellement dans la halakha que les sous-côtes en question ne sont pas des petites maisons, des petites baraques dans le désert, ce sont les fameux Anan et Kavod, ces nuées célestes, ces nuées saintes, qui aplatissaient les routes devant le cas d'Israël, qui aplatissaient les dunes de sable dans le désert, qui tuaient les scorpions, qui tuaient les serpents. Donc, c'est une protection absolue dans laquelle l'État d'Israël a vécu grâce à Sénan et Kabod. Et ça, c'est la kavana de la mitzvah de Souka, le premier soir de Souka. Ensuite, pendant 7 jours, il y a encore la mitzvah de Souka, mais la mitzvah de Horaïta, le chiyuv de Horaïta, c'est un chiyuv de manger une certaine quantité de pain dans la Souka le premier soir de Souka. Et ça, donc, retenez ça, encadré, Zechel Etiat Mitraim et Zechel Anan et Kabod, en souvenir donc des nuées. Donc n'oubliez pas de rapporter ça à table, autour de la table sous la souka, le premier soir. Chacun des membres de la famille doit le savoir, doit y penser, doit avoir la kavana donc des Anan et Kabod qui nous ont protégés lors de notre sortie d'Égypte. Trois autres taramim sont évoqués par les grands poskim. C'est que c'est le prélude à Netinat Haaretz, au cadeau de Eretz Israël que Dieu a accordé au clan d'Israël. Netinat Haaretz. Il y a des preuves, bien sûr, dans les, dans les versets de la Torah de ce principe-là. Et ensuite, la Torah veut nous mettre dans des conditions précaires. Précaires, à savoir quitter vos maisons, rentrer dans des petits baraquements comme ça, pas confortables. Alors que nous sommes déjà dans la période de l'année où le calendrier
commence à nous dire de nous couvrir. Peut-être pas encore en Eretz d'Israël, mais en France, croyez-moi, le froid est revenu, il n'arrête pas de pleuvoir. Donc, rentrer dans la soukha, c'est de se mettre dans des conditions précaires. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est chez soi, en confort, on a tout, on oublie qu'en fait, ce confort, ce tout que nous avons, c'est finalement que l'expression des chasdei Hashem, des bontés divines qui nous donnent toute cette opulence-là. Et pour nous empêcher d'avoir ce sentiment que malheureusement, souvent nous avons eu dans notre histoire, que quoi? Que Kochib Yotzemiadi Asuli et Achayilazé, que ma force, Kochib Yotzemiadi, la puissance de ma main m'a fait gagner, m'a fait remporter la victoire. Ça, c'est la plus grosse bêtise, j'allais dire, plus grosse erreur, la plus grosse kfira, négation, que de penser cette chose-là. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On se met dans des conditions précaires parce qu'on sait que de toute façon, on est dans la précarité et Akash Baruch Hu nous sauve toujours de toutes les situations les plus difficiles. Donc, tâchez de bien vous rappeler cette chose-là. On fait exprès, hein, des voisins demandent qu'est-ce que vous faites maintenant, c'est pas le moment. En plein été, mettez-vous à l'ombre, mettez-vous dans une cabane en plein été, mais maintenant, ça y est, on rentre dans l'automne, il fait froid, là, il pleut, etc. Ah oui, pour montrer qu'en fait, toute la galoute, toute notre vie, ce n'est que la précarité et la demande, la bakasha, la requête que nous avons envers Dieu, de nous amener en Eretz Israël dans la tranquillité la plus absolue pour pouvoir servir Dieu et ne servir que Dieu et ne faire que le service divin. Le Midrash rapporte une cinquième raison de se mettre dans des Midrash. Il nous dit la chose suivante, il nous dit, ça nous rappelle aussi la kapara. N'oubliez pas que c'est la suite de Rosh Hashanah, Artarat HaMelech, couronnement du roi, ensuite, et bien sûr Yom Adin, ensuite Yom Kippour, Yom, l'essence du jour nous amène le pardon, et donc on a eu la kapara, mais certains peuvent avoir aussi un jugement de galoute, il a pu tuer par inadvertance, selon toutes les halakhot qu'on connaît dans les villes de refuge. Et peut-être que Akash Baruch Hu nous met dans ces petites baraques, précisément pour qu'on puisse accomplir et avoir la capara sur l'éventuel chiouf de galoute que on a pu avoir. Donc, vous voyez, c'est tout cet ensemble de raisons que je résume. Hein. Yetiat Mitzrayim et Anané Kavod, l'essentiel. Ça, il faut bien y penser lorsque on mange son kajaïd de pain. Le cadeau, l'octroi d'Eretz Israël, l'effacement total du sentiment d'orgueil que c'est ma force qui me fait gagner, moi je ne gagne rien. Si Akash Baruch Hu n'est pas au combat avec moi, je ne gagne rien. Et puis obtenir la capara aussi. Voilà donc, brièvement, le souvenir donc de cette, on va dire la philosophie de cette mitzvah. Nous, on les fait quelle qu'elle soit, parce que c'est un Xerat Hashem, Dieu a décidé, on le fait. Mais, vous savez combien les Rishonim ont recherché les raisons. En l'occurrence, la Torah nous dit, les man yadou da'oterem, pour que vous vous rappeliez que vous êtes sorti d'Égypte et que vous avez fait vivre avec dans ces années kavod, etc. Les man. Donc la Torah nous demande d'avoir que l'on sache. Maintenant, une fois qu'on sait le travail que l'on doit faire, combien on doit s'imprégner de cette chose-là et s'imprégner vraiment. Il y a une particularité dans une sikha, le Rabbi rapporte, on remarque que elle est particulière cette mitzvah. D'abord, pendant ces 7 jours, à chaque minute, chaque instant qui passe, je suis dans ma soukha, je fais une mitzvah. Chaque jour, 24 heures fois 7, je fais la mitzvah de soukha. Deuxièmement, tout mon corps est dedans. Quand je mets les tefilines, c'est mon bras, ma tête qui fait la mitzvah. Quand on allume les bougies, c'est la main qui fait la mitzvah. Et ainsi de suite. La seule mitzvah où le corps est complètement dedans, complètement entouré, moukaf de Kedusha, pas tout à fait comme il y a une différence avec le mikvé. Eh bien, tout est dedans. Et ensuite, le troisième point, donc à chaque instant, 7 jours, tout le corps, et pas une partie du corps, troisièmement, toutes mes activités, aussi bien les activités de Kodesh que les activités de Chol.
Si je rentre dans ma souka et je fais mes activités de rôle, je peux être amené à discuter, à donner des instructions à des personnes, mais bien sûr, de rôle, vous avez tous compris, Altarata Kodesh, de rôle, mais pour un bien, pour un but de Kodesh. Eh bien, quand je le fais dans la souka, je fais une mitzvah. C'est pour ça qu'on s'efforce sur certaines choses qu'on ne peut pas faire dans la souka, qu'on fait à l'extérieur. L'exemple, c'est aller prier. Dans l'année, on ne prie pas à la maison, on prie à la choule. Donc, en Soukot aussi, on sort de sa souka et on va à la choule. Mais sinon, tout ce que l'on peut faire, une personne qui vient prendre un café chez vous pour pouvoir discuter, vous demander de vos nouvelles, etc., eh bien, vous rentrez dans la souka et ainsi vous faites une mitzvah. Voilà donc trois dimensions, si je peux dire, de l'investissement total que nous demande cette mitzvah-là. Ensuite, encore des petits détails. Quand vous faites un mitzvah, je vous donne comme ça une succession de petits détails, mais on peut oublier parfois. Quand on se fait aider pour faire la souka, il est bon de participer soi-même à la faire. Si on peut la faire soi-même, tant mieux. Pas tout le monde peut ou ne sait la faire. Donc, il faut s'efforcer de, au moins au niveau du srach, de mettre un petit peu de srach soi-même. C'est bien que chacun ait sa propre souka. Encore une fois, c'est des souhaits, vous allez me dire. S'il n'y a pas le choix, on peut aller dans la souka d'un ami, on peut aller à la souka à la choule, mais il est bon que l'on ait sa propre souka. Un investissement dans sa propre souka, je veux dire le ergesh, le sentiment que l'on a de la mitzvah lorsque, dans sa maison, on quitte le confort de sa maison pour aller dans la petite souka qui est dans votre jardin ou à côté, collée à votre maison, il est très très bon donc de faire en sorte d'avoir sa propre souka. Un point fondamental aussi dans la souka, il faut que le toit que l'on a sur soi, il doit être fait les shem tzel. Il ne faut pas qu'il soit là pour nous protéger de la neige, etc., etc. Il faut qu'il est là dans le but de faire de l'ombre, de l'ombre, des shem tzel. Et si c'est fait pour d'autres activités, on en parlera tout à l'heure, une personne qui utilise par exemple la souka pendant l'année pour d'autres activités, hein, pour faire on va dire du bricolage, eh bien, souka psoula, il faudra refaire le srar ou bouger l'ensemble du srar. Elle doit être faite les shem tzel. Tzel, ça veut dire l'ombre. Encore une halakha, lorsque l'on fait une maison, on fait d'abord les mechitzot, les murs, et ensuite on fait le toit. Il arrive parfois que c'est plus pratique. On a déjà toute une armature, une espèce de cube comme ça, et on est tenté souvent de le recouvrir avec du srar déjà. Et ensuite on appose les mechitzot. C'est possel, c'est pas soul, pas bon. Il faut absolument d'abord commencer à mettre les mechitzot, et puis mettre le srar. On peut, par exemple, je vous donne un exemple hein, qui m'a été soumis récemment. Une personne fait une souka dans son khatser, hein, dans sa cour, dans son jardin. Et lorsque de sa salle à manger, il acquiert, il accède à cet endroit, il y a déjà deux murs qui sont faits. Imaginez que dans son armature, le cube donc, il a fait coller donc, à ces deux murs perpendiculaires, on a très souvent des gros tasseaux. Si le tasseau en question il fait 8 centimètres, il est considéré comme déjà le début d'une mechitza. Donc il aura les deux mechitzot de sa maison, plus ce troisième. Et ça suffit. Le Rama dit que ça suffit. Donc ce sont des petits détails, mais il faut savoir que parfois, c'est bien pratique de savoir que l'on peut, comme ça, mettre le srar dans les conditions que je viens d'évoquer, à savoir quand il y a déjà deux mechitzot, et puis la troisième, c'est juste le gros tasseau là, qui va tenir le srar. Bon, donc n'oubliez pas, hein, d'abord les mechitzot et ensuite le srar. Alors, qui met le srar? Les parois peuvent être faites par n'importe qui, par un non-juif, par un enfant, par une femme, sans problème. Le srar, lui-même, il y a une khumra de le faire par un bar riyuva, par une personne qui a le chiyuv de souka. Et qui a le chiyuv minatora de la souka, l'obligation, c'est un homme qui est déjà bar mitzvah.
Un non-juif, bien sûr que non. Une femme non plus. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah positive qui dépend du temps. Mitzvah tachée, c'est Azman Grama. Donc, les femmes sont exemptées. Elles le font, elles rentrent, elles font la bracha chez Chabad. Les femmes font aussi la bracha, c'était certain. Mais il n'en reste pas moins que c'est pas, elles n'ont pas le statut de chiyuv, d'obligation. Elles le font parce que c'est une mitzvah, parce qu'elles font une belle action, une bonne action. Donc, les khatrila, une femme ne mettra pas le srach. Un enfant, même de 12 ans, un garçon de 12 ans, qui n'est pas loin d'avoir mitzvah, il ne mettra pas le srach. Sachant que, ce que je viens de vous dire, c'est ce que l'on appelle, c'est un lechatrila, c'est a priori. Bediavad, si un enfant ou une femme a fait même si un non-juif a fait une souka, Bediavad, c'est quand même kasher. Le Gemara dit soukat ganbach, goy, etc. C'est kasher quand même. Dans la mesure où on a la certitude qu'il a été fait des chemtzel. Ça a été fait vraiment pour se protéger du soleil, protéger ses animaux du soleil, etc. Pas pour faire sécher, par exemple, ces fagots de bois. Hein, des fois, en faisant sécher les fagots de bois, on fait une espèce de toit. Ça, c'est pas bon. Par contre, si on le fait pour de l'ombre, même un juif qui le ferait, c'est quand même cachère. Donc, une personne m'a dit, oh là là, j'ai pas fait la mitzvah cette année. On m'a dit sur le tard que le sar avait été posé par un non-juif. Bon, je l'ai rassuré que Bediavad, c'est cachère. C'est peut-être top, mais Bediavad, c'est cachère quand même. Voilà. Dans l'essentiel, que c'était fait, que le non-juif en question, il a fait vraiment pour faire une tchouka, c'est-à-dire pour que ça protège du soleil, les chaînes de sel. Voilà. Euh, Faire attention que la souka ne soit pas sous un arbre. Pourquoi? Parce que l'arbre, bien que les feuilles de l'arbre, c'est du srach kasher, mais il n'est kasher que s'il est coupé. Si il est mechoubar la carcasse, il est toujours sur l'arbre et l'arbre est toujours planté en terre, c'est un des trois psulim du srach. Le srach, il doit répondre à trois conditions. Premièrement, guidou les carcasses, ça pose de la terre. Donc, le sapin, du bois, un tronc d'arbre coupé en petits morceaux, etc. Ça, c'est du srach kasher. Il faut bien sûr que ce soit coupé, détaché du sol, hein, l'eau mechoubar. Guidou les carcasses, l'eau mechoubar. Troisième condition, il ne faut pas qu'il soit, alors là c'est technique, qu'il ne soit pas mikabel touma. Mikabel touma, pour résumer, je veux dire, il ne faut pas que ce bois ait déjà constitué un kéli, un ustensile. Si on a fait par exemple un balai, un manche à balai avec du bois, on a utilisé ça comme balai, alors le manche à balai est devenu une partie d'un ustensile. Et comme il est Mekabel Touma, c'est un concept, donc s'il touche un mort, il devient tamé, bon, c'est des concepts qu'il faut étudier et comprendre. Eh bien, étant donné que ce bois, il a tout en soi pour être cachère, mais comme il est devenu un kéli, même qui s'est caché, c'est Shivri Kelim, c'est un kéli qui s'est caché, quand même, on ne peut pas l'utiliser comme ça. Donc, je reviens à la fin, que si nous faisons une souka sous un arbre, dans de nombreux cas, ça peut invalider la souka. Je n'invalide pas dans tous les cas. C'est une souka délicate, donc si c'est votre cas, si vous avez une souka qui a été constituée qui a été fait sous l'arbre, la première chose qu'il faut faire, c'est tâcher de couper tout le feuillage qui est sur la souka, l'enlever. Ou sinon, il faut demander à un rave compétent comment compter. Est-ce que l'on considère que la projection donc, du feuillage du nof, qui n'est pas saoul, donc, eh bien, c'est comme s'il était posé sur la souka, et donc finalement, il y a beaucoup, beaucoup de sar pasoul. C'est une chéla compliquée, donc je vous laisse demander à un rab si c'est le cas, mais en tout cas, il faut tout faire, tous les efforts pour que la souka ne soit pas faite sous un arbre. Voilà. Une autre intéressante qui a été d'actualité, c'est quelquefois la souka, elle est faite sous des fils électriques, sous des fils d'étendage, il y a des fils dessus. Des fois, dans certaines cités, vous avez plusieurs immeubles comme ça, et au milieu des immeubles, il y a une grande cour. Donc, à gauche, à droite, devant, derrière, des immeubles. Et pour éviter que des pigeons et des oiseaux viennent salir ces espaces, en des espaces festifs hein, pour les enfants,
Et très souvent, les pigeons viennent et puis laissent leurs excréments là-bas. Donc, certains ont eu l'idée sur le toit de ces immeubles d'étendre un grand filet. Alors, ça se voit à peine quand vous êtes sur le sol, on voit le ciel parfaitement, mais on sait qu'il y a un filet avec des fils très fins. Alors, la question se pose, est-ce que le fait qu'il y ait un filet par-dessus et donc la distance entre les ficelles en question, elle est en général inférieure à 24 centimètres à 3 tfachim. Il y a une halakha qui s'appelle la voûte, peut-être considérer que tout l'espace est finalement rempli et donc comme si la souka était sous un sar passou. Bon, c'est une chéla qui a été posée. Sachez quand même que malgré tout, dans l'immense majorité des cas, c'est quand même, ça reste quand même cachère. Il faut éviter d'avoir un filet sur soi, sur la souka, mais sachez que dans la majorité des cas, la souka reste kshera. Bon, je soulève le problème, demandez éventuellement si c'est d'actualité pour certains d'entre vous. Un autre problème qui est soulevé au niveau des sous-côtes, moi, à mon secours, je me suis assis un petit moment pour vous tâcher de résumer on va dire les halakhot qui reviennent le plus souvent. Sachez que les khatrila, on n'a pas le droit de faire une souka si la mairie, disons en France, c'est interdit de faire cette chose-là. Parce qu'en fait, on vole le sol. On s'installe sur un sol contre la loi du pays. Alors, je pense qu'en Israël, tout le monde tolère que tout le monde fasse des sous-cotes un peu n'importe où, mais en Khouts al ce n'est pas le cas. Donc, il faut savoir qu'il faut tout faire pour demander à la mairie, aux responsables, le réchoute, la permission de faire une souka dans la rue. Il y a beaucoup de restaurateurs qui sont obligés de faire une souka pour avoir des clients pendant la Moed. Et donc, ils sont obligés de faire une souka. Et souvent, à l'intérieur du restaurant, il n'y a pas de place, etc. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont makpidines de manger tout sous la souka. Donc, devant la déventure de leur restaurant, etc. Donc, ils font une souka. Donc, il faut demander la permission. Bidi Avad, si on l'a fait sans demander la permission, alors je vous dis la halakha brutalement, on est quitte Bidi Avad. Il y a un concept dans la halakha qui dit karka en anixelet. Il n'y a pas un vrai digne de karka, de vol dans le karka. Karka, il est toujours là, je peux l'occuper pendant un certain temps, il n'est pas à moi, j'en deviens jamais le propriétaire. Donc finalement, je squatte un endroit, c'est pas du vrai vol, ce qu'on appelle un vol, quelque chose, un objet que je peux acquérir à terme. Je peux jamais l'acquérir. Donc, comme c'est pas du vrai vol, Bedi Avad, on est quitte, mais, Raham dit qu'on peut pas faire la bracha, parce que ça s'appelle pas Mevarer, ça s'appelle Menaet, c'est pas faire une bracha que d'occuper un endroit qu'on n'a pas le droit d'occuper. Donc, il est vivement recommandé de, de demander la permission. Alors, vous me demandez, il y a beaucoup de gens qui font Mibtsaïm, pendant la Moed, ils vont partout, avec un camion, ils prennent des gens dans la rue, ils leur font manger certaines quantités de gâteaux avec la bracha, etc., l'herba minim et tout et tout. Oui, c'est vrai. Eh bien, la hora qu'on donne aux shorim qui font cela, c'est de garer leur camionnette, leur voiture dans des endroits près des forêts, etc. On peut se garer. Enfin, je ne peux pas de faire la souka pour les 7 jours. Au début, je passais faire la souka pour les 7 jours. Ça, c'est pas permis. Mais installer on appelle un tank, un camion, dans beaucoup d'endroits, c'est permis. Là, il n'y a pas de problème. On s'installe dans un endroit où on a le droit de se parquer, hein, de se garer, et puis là, on fait Miftaïm. Bon, retenez tout ça, hein, je vous dis comme ça un flot de halachot, mais bon, voilà, c'est le dernier cours avant Soukot, et vous allez voir, j'en ai encore dans la constitution de la Souka, qui parfois sont ignorés, ils peuvent nous faire arriver à des erreurs. Voilà donc, je vous dédie une succession de halachot concernant donc la souka, où elle doit être, la kavana, etc. Euh, avoir sa propre souka, pas sous un arbre, pas sous un filet de l'echatrila.
et dans la rue. Dans la rue, je vous dis, il peut avoir un problème de bracha, quelqu'un qui s'entête et qui fait contre le réchou de la mairie, il y en a qui le font, et ils se disent, bon, bah, je le fais, et puis si on fait une histoire, eh bien, je leur dirai, je l'enlève dans quelques jours, la fin de tout compte. OK, mais c'est problématique, donc il faut absolument donner, ou demander la permission, ou mettre votre souka dans un endroit où on a le droit de la mettre, dans un parking, etc. Maintenant, je vais rentrer dans des halachot, on va dire de Hérouvine, de Mechitzot, et qui sont extrêmement utiles pour la construction d'une souka. D'abord, dans de nombreux cas, et je sais qu'en Eretz Israël, c'est très très chaillard, c'est très d'actualité, on a parfois des balcons qui sont très étroits. À partir de quelle largeur de balcon on peut faire une souka dans le balcon? Alors, je vous donne les dimensions. La Gemara nous dit que au niveau des mechitzot, il faut que ce soit un minimum d'un carré, ça peut être bien sûr un rectangulaire, mais bon, un carré de 7 fachim sur 7 fachim. Un tefar étant de 8 cm, 7 fois 8, 56. L'habitude de dire minimum. Hein. Il y a d'autres chiours, le chiour de Chazoni, c'est 70 cm. Bon, nous on tient le chiour de Raphaël Naé, c'est 56. Il faut ajouter un peu plus, hein, c'est 57 et demi. Bon, il ne faut pas être au centimètre près. Mais si vous avez donc un balcon, à ciel découvert bien sûr, il n'y a pas un autre balcon par-dessus, et qui a une profondeur, allez, on va arrondir, de 60 cm, vous pouvez faire une souka. En général, les balcons, ils ont une largeur de 60 cm. Il faut donc une profondeur, auquel cas, on peut mettre donc du srar par-dessus et passer toutes les fêtes de souka dans son balcon. C'est très, très pratique. Au niveau hauteur de la mechitza, en théorie, la mechitza doit atteindre le srar. Une maison, le mur de la maison, ils atteignent le plafond, bien sûr. Sachez quand même que dans la souka, il suffit que les mechitzot, du parterre jusqu'à la partie supérieure, fassent 10 tfachim. Nous avons dit qu'un tefar, c'est 8 cm, 10 fois 8, ça fait 80 cm. On va faire un peu plus grand, hein, 82, 83, 85. Si vous achetez des plaques de contreplaqué évidemment, ou autre chose, on peut mettre n'importe quoi, on peut mettre une table renversée, on peut mettre un frigo, ce qu'on veut, qui ferait donc une hauteur de à peu près un peu plus que 80 cm, c'est déjà une mechitza. À vous demander, mais cette mechitza, elle ne touche pas le plafond. Alors pour ça, j'ajouterais qu'il y a un principe, alors ça c'est halakha des Moshe Misinaï, ce sont des halakhot que Akash a expliqué à Moshe et qui ne sont pas écrites, mais fourrage noir sur blanc dans la Torah, il s'appelle Goud Asik Mechitza. Goud, c'est le bord, il monte et il complète la Mechitza. Donc si vous avez comme ça une rambarde, une balustrade dans votre balcon qui fait 80 cm de haut, et vous avez à 1,5 m le srar, on considère que le haut de la balustrade y monte et il va rejoindre le haut du toit, et donc ça s'appelle plein. Je ne parle pas du confort. Hein. Quand on fait ça, on risque d'avoir froid, etc. Mais bon, on est en Israël où il fait chaud, tout à fait envisageable et jouable. Vous voyez, donc voilà les dimensions minimales, 70 cm, d'après certains, et d'après Chazoni, c'est 70 cm. Pour nous, c'est 56, un peu plus que 56 cm, mais ça suffit. Voilà donc les dimensions minimales au niveau hauteur et au niveau largeur. Maintenant, il y a un principe. Alors, on va expliquer. C'est très technique, mais bon, on n'a pas le choix. Hein, c'est en train de construire, on se fait architecte tout à coup. Il est possible de faire une souka, si j'ose dire, tout à fait farfelue. Il y a un dit dans la Torah que lorsque vous avez deux éléments, disons que vous avez un mur, et puis il y a un trou dans le mur. Ou bien le mur est complètement, depuis le sol jusqu'en haut, eh bien, il est cassé. Si la distance entre les deux parties du mur, le vide enfin, en fait, il est inférieur à 3 tfachim, 3 tfachim, 3 fois 8, 24 cm, il y a une halakha qui s'appelle l'avoud. L'avoud égale collé. Quand deux éléments sont à une distance inférieure à 24 cm, sont considérés comme collés. Donc,
Vous trouverez, je pense que beaucoup d'entre vous sont au courant de ça. Il y a pas mal de sous-côtes qu'on achète dans le commerce, où ils ont prévu donc une armature en fer, souvent, une espèce de cube en fer. Et puis à partir du sol, ils sont arrangés pour qu'on puisse tendre des cordes toutes les 24 centimètres. Bon, il ne faut pas être trop chiche, il faut mettre, on va dire 20 centimètres. Donc à la limite, on pourrait mettre, voilà, on va dire 22, allez, pour être sûr, 22, 44, 66, 88, vous voyez. Donc on étend comme ça des cordes depuis le sol entre deux petits piquets qui sont l'armature de la souka. Certainement, vous avez vu ça dans les sous-côtes qui se vendent maintenant dans le commerce. Et on va expliquer pourquoi ils font ça. Et donc, en faisant, quand je disais une souka complètement farfelue, ça veut dire qu'une souka dont les parois, c'est quoi? Ça consiste à entourer votre armature en fer avec des ficelles qui sont à une distance on va dire, de 20 centimètres l'un de l'autre, maximum 24. 20, 40, 60, 80. Voilà. Hop. Et tout ça s'appelle des méritotes, alors que c'est complètement au vent, complètement vide, il n'y a que des cordes, que des ficelles. Tout ça, ces ficelles étant à une distance de moins de 3 tfachim, 24 centimètres, elles sont considérées comme collées. Alors vous demandez, mais quoi, ça rime à quoi tout ça? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? J'explique pourquoi on fait ça, parce qu'il y a de nombreux cas où, pour diverses raisons, on ne peut pas faire des méritsot, des parois en dur, en contreplaqué. Très souvent, des gens trouvent plus pratique de mettre des bâches. Mettre des bâches. Ils tentent des toiles. Le Shulchan Aruch, le Mechaber, il dit Lo Shapir Abde, ils ne font pas bien ceux qui font des mechitzot avec des toiles tendues avec des bâches. La raison est tout à fait compréhensible, c'est que lorsqu'il y a des bâches, quand il y a du vent, ben, ça bouge beaucoup et puis ça peut s'arracher, etc. Bon, alors maintenant, si on les met très très bien, très solides, est-ce que ça marche? Bon, en tout cas, le Mechaber, le Shulchan Aruch dit qu'on met, c'est pas bien de le faire. Donc, qu'est-ce qui ressort de cela? Il ressort de cela que lorsqu'on vous vend des sous-côtes avec l'armature en fer et qu'on vous vend en général des méritotes en toile, en espèce de plastique ou toile cirée, espèce de toile cirée, eh bien, les là, c'est pas bien. Alors, ils ont fait ces dernières années, donc ils ont prévu que dans l'armature en fer, vous verrez, ils ont prévu des petits trous comme ça, on met les ficelles, on tend les ficelles, ce qui fait qu'en fait, les vrais mechitsot qui rendent cachère la souka, c'est précisément ces fils qui sont tendus d'un côté à l'autre de la souka. Tout autour de la souka, au moins sur 3 mechitsot. Très intéressant. Donc, vous avez compris maintenant pourquoi, vous voyez beaucoup de sous-côtes comme ça. Cet après-midi ou hier, j'ai visité comme ça des sous-côtes, je vois que c'était comme ça. Alors, ils ont tendu, les ficelles sont bien tendues, et ce sont les ficelles qui cachérisent à 100% donc cette souka, dans la mesure où les fils qui sont à cette distance-là créent de manière fictive, certes, mais la Torah, elle considère en tant qu'Alakha Moshim Sinai que ça s'appelle Uve Merita, et donc, même dans une Chot Shabbat, par exemple, on peut s'entourer avec comme ça des cordes qui sont à une distance de 24 centimètres. C'est comme si on était dans une maison, on peut porter, par exemple. Voilà donc le din de ce qu'on appelle l'avoud, l'alakha de l'avoud, collé. Maintenant, une chose que alors ça devient un peu plus compliqué, surtout que j'ai pas d'image, j'ai pas d'écran pour vous montrer cela. J'ai pas de tableau surtout. Il y a un concept qui s'appelle Dofan Akuma. Mot à mot, un mur tordu. Imaginons, imaginons que votre souka, elle s'arrête à 50 centimètres de la méritza. Pour une diverse raison, la méritza que vous avez, c'est le mur de la maison, par exemple. Et puis la souka ne peut pas être collée au mur de la maison. Mais vous voudriez utiliser le mur de la maison comme dofan, comme mur de la souka. C'est possible. Imaginons encore une fois. Donc, j'ai ma souka qui a une distance de 50 centimètres du mur. Il me suffit de mettre une planche hors de la souka. Alors, imaginez un cube comme ça, on trouve à un cube, mais qui se trouve à 50 centimètres du mur.
Eh bien, vous pourrez mettre une planche qui va atteindre le mur et on va considérer que cette planche qui est verticale, qui est horizontale, pardon, et le mur qui est vertical, ça s'appelle Dofan Akuma, ça s'appelle un mur tordu. Donc ça voudrait dire que la souka qui est au milieu, elle est entourée par des murs qui ne tombent pas directement comme ça, verticalement, mais qui d'abord partent à l'horizontale et puis s'incurvent et descendent à la verticale. Ça s'appelle Dofan Akuma. Il y a une Mishnah d'ailleurs dans Masechet Souka, et je connais beaucoup de gens qui font ça. Par exemple, une personne qui avait une buanderie, alors il voulait faire sa souka dans sa buanderie. Elle m'a dit, est-ce que je dois enlever toutes les tuiles de la buanderie? Je lui ai dit, non, tu n'es pas obligé. Tu peux laisser tout autour de ta buanderie. Alors, regardez le cas. Tout autour de ta buanderie, tu laisses toutes tes tuiles, de telle sorte que tout autour de la salle, quoi, de la buanderie, tu as quatre amottes de tuiles. Quatre amottes, c'est 2 mètres. Et au milieu de ça, il restait donc au milieu de sa buanderie, il restait encore 2 amottes chaque côté. Alors, imaginez un petit peu vu de haut, ça voudrait dire que tout autour, le plafond, c'est des tuiles, et au milieu, on met le srach. Mais si vous êtes au milieu de la buanderie, y a pas, les murs ils sont à 2 mètres de vous, à gauche, à droite, derrière, devant, oui, et ben c'est pas grave. On considère que les murs ils s'incurvent et ça s'appelle une souka kshera. J'espère que je me fais comprendre ainsi. Ceux qui n'ont jamais entendu parler de ces concepts, c'est pas toujours évident, mais il faut demander parce que c'est parfois très très utile et je vais vous donner un exemple très très simple. Dans beaucoup de cas, on fait une souka, il y a un balcon, même chez soi, hein, dans son jardin, il y a un balcon à l'étage. Balcon, c'est du béton. Un balcon qui fait 1 mètre de largeur. Donc il est clair que tout l'espace qui est au-dessous de ce balcon, d'1 mètre, c'est pas soule. À 4-5 mètres de haut, vous avez du béton. Donc ça ne veut pas de la souka. Et malgré tout, vous êtes obligé de faire la souka en utilisant le mur de la maison. Alors vous rentrez dans votre jardin, hein, dans votre cour, d'ailleurs, et vous voudriez que le mur de la maison soit la première mechitza. Mais c'est difficile, puisque la souka, elle commence un peu plus loin. Elle commence à mettre plus loin, puisque le premier mètre, il y a du béton par-dessus. Eh bien, il suffit, lorsque vous faites votre souka, donc à 1 mètre, encore une fois, de compléter jusqu'au mur avec n'importe quoi, avec même du srar passout, peu importe. Eh bien, le complément en question, qui sera comme ça horizontal, il fera avec la mechitza d'ofan akuma. Donc, il y aura le mur de votre maison plus que vous aurez ajouté 1 mètre, on va dire, de bois ou ce que vous voulez, et la souka commence à mettre plus loin. Et vous avez gagné la mechitza qui est la mechitza de votre maison. Voilà, ça peut paraître ardu, mais une fois qu'on a compris, qu'on a vu le cas, c'est pas difficile et c'est extrêmement utile. Extrêmement utile de gagner des méritos, sachant, n'oubliez pas, une tchouka et kshera, si elle a au minimum 3 méritos, elle n'a pas besoin de 4. 4, c'est le confort, le froid ou le soleil, mais une tchouka kshera, c'est 3 méritos seulement. 3, ça suffit. Donc, si vous en avez fait 4, il y en a une qui tombe, bon, pas grave, c'est cachère. Et d'ailleurs, on a eu l'occasion, les années passées, de vous dire que vous aurez même le droit de la redresser, la quatrième qui est tombée, et le remettre, bien sûr, sans visser, la remettre à sa place. Pourquoi? Parce que puisque la souka est kshera, le fait de remettre la quatrième ne cachérise pas la souka. Donc, c'est pas ce que l'on appelle une métirate à materet, une métirate qui permet quelque chose. Par contre, s'il y en a 2 qui tombent, donc vous n'avez plus de souka. S'il y en a 2 qui tombent, il ne reste plus que 2 méritot. Donc, si vous remettez ne serait-ce qu'une des 2, 3, vous cachérisez la souka. Ça s'appelle Mechitata Materet, c'est interdit. Voilà. Donc, encore 2 ou 3 points, puis je vais écouter vos questions. Quand vous faites votre souka, il faut qu'elle soit homme d'hôte, qu'elle tienne devant un rouar Metsuya, devant un vent moyen. Bon, si maintenant elle s'envole à cause d'une tempête, bon, on peut pas faire, on n'est pas obligé de faire une souka qui va tenir devant une tempête. Mais si elle tombe à au moins un petit coup de vent, c'est pas soul. Hein, c'est pas des bonnes méritos de bonne qualité. Voilà, ça c'est le point. Et avant de passer aux questions, bon, je vais voir s'il y a des questions déjà.
Puis je vais passer à un problème extrêmement pointu et qui est très très fréquent, c'est le problème du mahamid, la chose qui supporte le sraf. Allez-y, est-ce qu'il y a des questions? Euh, oui, Allez-y, bonsoir. bonsoir. Bonsoir, je vous Bonsoir. écoute. Voilà, au sujet des tasseaux, bon, c'est le sujet du SRAR qui peut s'envoler à cause du vent, d'un vent normal, hein. Euh, Mhm. Est-ce que les tasseaux qui vont supporter ensuite le SRAR, est-ce que ces tasseaux-là, on peut les attacher avec des nœuds de serrage en plastique Alors, à la structure, les oui. attacher les tasseaux à la structure? Mhm. La réponse est positive, oui. Pourquoi? Parce que ces anneaux de serrage en question, ils ont un nom dans la phrase, Mahamid de Mahamid, le support du support. Parce que le vrai support de votre sraf, ce sont les tasseaux. Et, Oui. et le plastique en question, c'est pour renforcer le Mahamid. Donc ça s'appelle le renforcement du Mahamid, le Mahamid du Mahamid. Mahamid du Mahamid, on est Mekil, oui. Vous pouvez l'attacher avec ce que vous voulez. Oui. Bon, en ce qui concerne ensuite le SRAR qui est au-dessus, est-ce que lui, on peut l'attacher avec les tasseaux? Mais avec quoi vous allez l'attacher? Alors, bon, je C'est ça le point. suppose que... C'est ça le point. Comment? C'est ça le point Bon, délicat. Alors, voilà, à quoi vous c'est pensez? les nœuds de tirage. Est-ce qu'on peut, là encore, ou non? Ou alors, bon, Vous voulez faire quoi? Je n'ai pas encore compris. Vous voulez attacher le sraf. Donc, vous avez votre le SRAR, sapin ou. Alors, vous voulez c'est des l'attacher rouleaux au tasseau comment? non, des rouleaux de... Les canisses. Les canisses. Voilà, exact, oui. Voilà, Oui. d'accord. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, du fait que ça peut se déplacer, euh, est-ce qu'on peut les attacher sur les tasseaux? Donc, ce sera là l'attacher avec les tasseaux, alors soit avec des nœuds de serrage, ou alors il faut quelque chose de naturel, du raffia. Alors, ouais, là, c'est problématique. Parce que si vous prenez du plastique, alors Oui, là, votre plastique, ce n'est plus maintenant du Mahamid de Mahamid. Au contraire, oui, il est Mahamid, il tient le sraf lui-même. oui, Là, les khatrila, je ne vais pas vous répondre, c'est pas ça, je vais vous répondre, les khatrila, c'est pas bien. Les khatrila. oui. Bediavat, si vous l'avez fait, c'est quand même cachère, mais c'est pas top. Donc ça veut dire, il faut pas attendre, il faut trouver quelque chose qui soit un végétal si vous voulez faire cette chose-là. D'accord, le raffia, Voilà. le raffia. Je sais pas ce que c'est le raffia, c'est quoi? C'est En des, français, c'est quelle matière c'est du végétal, c'est c'est bon, c'est peut-être de la toile de jute ou des choses comme ça, quoi. Mais de oui, l'alpha, enfin, il y a toutes sortes de. Oui, mais si c'est un végétal, c'est bon. C'est un végétal, oui, c'est bon. Voilà. oui. Végétal, vous pouvez le faire. Merci beaucoup. Voilà. Bon, après. D'autres questions? Pas de questions? Ce dont on vient de parler, c'est vraiment les chélotes. Chaque année, on les reçoit, on peut dire, des dizaines de fois. Bon, écoutez, donc je vais vous dire, bon, s'il n'y a pas d'autres questions, posez des questions, hein. Gérard m'a demandé d'arrêter à 9 heures, hein, parce qu'il y a un cours après. Donc, je vais tâcher de vous finir les points les plus importants. Euh, pendant pendant les 7 jours de Soukhot, alors, Minadine, d'après le din, on est obligé de manger dans la soukha quoi, le pain et les gâteaux. Toutes les autres nourritures, d'après le din, c'est pas une kviout, c'est pas quelque chose de fixe, bon, on s'installe pour manger. On peut le manger à l'extérieur de la soukha. Et beaucoup me permettent, quand ils n'ont pas le choix, quand ils travaillent, etc., ils mangent, ils ne prennent pas de pain et de gâteau, ils mangent à l'extérieur de la soukha. C'est 100% cachère, il y a rien à discuter. Mais quand même, c'est marqué que celui qui, euh, celui qui est mitracet, celui qui fait les choses bien, bien, il y a un ignan aussi de ne rien prendre hors de la soukha. C'est difficile. C'est difficile, hein, de rien prendre de la soukha. Ça dépend aussi beaucoup du confort que vous avez, à savoir, est-ce qu'il y a une soukha à la maison, est-ce qu'il y a une soukha là où vous travaillez. Bon, ça dépend de beaucoup de paramètres. Mais nous faisons l'effort, en tout cas chez Ravad, on fait l'effort, et beaucoup de kihilot, comme Sacharidiot, font l'effort de rien prendre hors de la soukha. Maintenant, pour faire la bracha, il faut prendre un kabetza. Kabetza, on va dire, c'est
aux environs de 54 grammes. Ajoutez un petit peu. Quand on fait Mifsaïm, d'ailleurs, on prend des gens dans la rue, on les fait rentrer dans le camion qui est devenu une souka, on les fait manger. Le minhag des Sfaradim, c'est de faire la bracha que sur le pain, ou bien les gâteaux sur lesquels sont couverts saouda, sur lesquels on fait Birkat Hamazon. Mais chez nous, chez Chabad, dès qu'on prend cette quantité avec bracha, ça c'est la quantité qu'il faut. Maintenant, je vais revenir au premier soir. Le premier soir, il faut savoir que l'obligation de manger dans la souka, c'est pas si on mange, comme je vous dis, 54, 60 grammes de gâteau. On a un chiyuv, une obligation de manger un kazaït. On apprend ça de ce qu'on appelle une xerashava. Elle a elle a fait un rapport direct, la Torah, entre Pessah et Sukkot. De même qu'à Pessah, Ba'erev tochlu matzot, dit le pasuk, ce soir vous mangez matzot, et le mot achila tochlu matzot, achila égale un kazaït, on va dire 27 cm3. Et donc, bien que pendant toute la fête de Sukkot, on est rêve de manger dans la souka que si on prend 60 grammes à peu près, le premier soir, on doit manger, même si on mange beaucoup moins, on doit manger dans la souka avec bracha. Un petit kazaït, on apprend ça donc de Pessah, on vient de dire. Maintenant, il y a toute une, pour vous dire très très rapidement, imaginons qu'il pleuve. Alors en Israël, bon, il n'y a pas tellement ce problème, on route à l'arrêt, on a malheureusement ce problème, et puis les prévisions météorologiques ne sont pas du tout optimistes. Il nous est prévu mercredi soir et jeudi soir de la pluie. Bon. Donc, vous avez tous entendu que c'est halakha qui dit mitzta'er, patur minasuka. Quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a du mal à rester dans la souka, il fait froid ou bien il pleut, etc., il est exempté de la mitzvah. Donc, je vais vous dire la halakha pure, ensuite on verra le minag. La halakha pure, c'est que il y a une grosse marloquette dans les Rishonim, et c'est deux chitotes rapportés dans le Shulchan Aruch. Est-ce que ce digne que quand il pleut, je suis pas tour de la mitzvah, je suis pas obligé de manger dans la souka? Est-ce qu'il est vrai aussi le premier soir? Dans la mesure où on apprend ça de Pessah, et Pessah sont obligés de manger la matzah, donc certains apprennent que à Sukkot, l'obligation de manger du pain, un kazaït de pain, est tout à fait indépendant de mystère et pas mystère. Je souffre, ça ne change rien. Je dois rentrer dans la souka, quelles que soient les conditions, même sous la pluie. Et le premier soir, c'est comme ça la halakha. Nous, en Zaken, les possède comme ça. Le premier soir, on rentre dans la souka, on fait la bracha, et on fait l'échelle à souka et on mange, même qu'il pleut. Encore une fois, je ne parle pas de minakraba de faire la bracha même quand il pleut. Je ne parle pas de ça, je parle du Shulchan Aruch pour l'instant. Le Mishnah Berurah dit que c'est mieux d'attendre jusqu'à Chatzot, patienter un petit peu, et avant Chatzot, manger un kazaït dans la souka. Vous voyez, ça veut dire, on essaie de s'acquitter d'après tout le monde, puisqu'il y a des chitotes qui pensent que s'il pleut, on n'est pas chayav, donc il dit, il vaut mieux attendre que la pluie s'arrête. Maintenant, si la pluie ne s'arrête pas du tout, alors ça va dépendre des minag. Minag Ashkenaz, on va dire, c'est de faire la bracha, minag Sfarad, c'est de ne pas faire la bracha. Mais Mishabor a dit, pour être quitte, essayer d'être quitte après toutes les chitotes, c'est mieux d'attendre le plus tard possible jusqu'à Chatzot en espérant que la pluie s'arrête. Voilà. Maintenant, pendant les autres jours de Sukkot, alors bon, quand il pleut, le monde rentre à la maison et mange. Chez Chabad, on a toute une tradition comme ça, on a une anaga du rabbi sur la souka, etc., que le rabbi avait demandé même à des chassidim de faire l'échelle basouka sous la pluie. Donc le minad s'est répandu chez Chabad que même qu'il pleut, on fait la bracha d'échelle basouka. Bon, pour essayer de rentrer dans les cadres étroits de la halakha, c'est mieux de tout faire pour, on va dire, pour aller dans un moment où la pluie s'arrête, etc. Il faut tout faire pour être conforme à la halakha. Mais imaginons un cas extrême où il n'y a pas le choix, ben
on rentre dans la souka et on fait la bracha. Ça, le chidouche, on fait la bracha. On peut dire on rentre dans la souka, on mange et puis sans bracha. À cause du safek brachot, laquelle, bon, pour ça, on a une anaga et que apparemment le rabbi a diffusé, voilà, sur cette chose-là. Alors, maintenant, je vais finir avec ça parce que c'est une halakha que tout le monde doit comprendre. Comment se fait-il que l'on fasse la bracha seulement sur du pain ou du gâteau? La Torah nous dit Teshuvah Sukkot pendant 7 jours. Tu vois, Tchamim. Ça veut dire que vous faites tout dans la soukha. Donc finalement, si je rentre dans ma sika, j'étudie pendant 1 heure, je fais une mitzvah d'étudier dans la soukha. Si je rentre avec des amis, je fais Fabringen, je fais une mitzvah. Je vais avec des amis, je discute d'un Dvar Torah, je fais une mitzvah. Pourquoi en supposant que je ne veuille pas manger, pourquoi je vais rester 1 heure dans ma soukha sans faire de bracha? Alors la réponse, comment se fait-il que pour autre chose que manger du pain ou des gâteaux, on ne fait pas la bracha? La réponse classique est que les Chachamim ont instauré que on ne fait la bracha que sur la nourriture sur laquelle on est kové à Seouda d'habitude, ça veut dire pain, gâteau, et l'ensemble des autres utilisations, l'ensemble des autres ishtam shuyot, utilisations de cette soukha, à savoir étudier, se reposer, parler avec des amis, à Bringen, tout ce que vous pouvez chanter, allez-y, hein, trouvons des occupations. Mifsaïm, je fais 1 heure dans la soukha à faire Mifsaïm. Toutes ces utilisations, elles sont battelles, elles s'effacent en quelque sorte et s'accrochent à la bracha que j'ai faite au moment où j'ai mangé le pain ou le gâteau. Et même que ces utilisations, j'ai fait le matin, disons. Je ne fais qu'à 11 heures du matin ou à midi, je fais l'échef vasouka la bracha, en milieu de journée. Malgré tout, les utilisations de la souka que j'aurais fait avant, l'étude et toutes les autres choses, c'est pas grave, je fais pas de bracha parce qu'elles vont être incluses dans la bracha que je vais faire un peu plus tard. Ça, c'est l'idée générale qui sous-tend le fait que l'on fasse la bracha que sur la achila de l'echem au gâteau. Cette explication, elle pose problème. Pourquoi elle pose problème? Parce que l'ensemble des utilisations que l'on fait, elle est incluse dans la bracha que je fais au moment où je mange du pain. Mais toute cette chose-là, cette jolie idée, elle est vraie dans la mesure où dans cette souka, dans la journée, je vais manger du pain. Imaginons que j'ai ce qu'on appelle le titre de cette souka s'appelle Souka Travero. Je vais rendre visite à un ami et on va étudier. Voilà, j'ai un ami et on va faire un DAF ensemble. Je vais chez lui, on fait un DAF pendant 1 heure, il me donne un petit thé. Pour une étude d'1 heure, on ne fait pas la bracha. Pour prendre un petit thé, on ne fait pas la bracha. Alors la question se pose ici. Mais je suis resté 1 heure dans cette souka. J'ai fait la mitzvah de yeshivat souka dans cette souka et je n'ai pas fait de bracha. Dans la mienne, dans ma souka à moi, au moins une fois dans la journée, je vais manger du pain ou du gâteau, je vais faire la bracha. Et toutes les autres utilisations sont incluses dans cette bracha, mais dans la souka de mon ami. Pour un cas très très simple, je me souviens quand j'enseignais à la yeshiva, je disais à certains bachurim, vous faites le matin ou à midi la bracha dans votre souka chez vous. Après, vous allez dans la souka du Seven. Il y a une souka comme ça, le bachurim s'installait comme ça sur les tables et ils étudiaient. Je dis, dans cette table, tu restes toute la matinée à étudier. Il me dit, oui. Tu fais la bracha? Non, je ne fais pas la bracha, je ne mange pas de gâteau. Il dit, mais alors, dans cette souka, tu ne fais que étudier. Donc, comme l'étude n'est pas incluse dans un bracha de l'échelle basouka d'une achila de pain, du fait d'avoir mangé du pain, bah, tu devrais faire la bracha. Et mettre, sachez une chose, Admorazaken est posek, que si dans une souka qui n'est pas la mienne, dans laquelle je ne suis pas censé manger du pain ou du gâteau, et je m'installe pendant 1 heure, j'étudie, je fais quelque chose d'un peu important, je dois faire la bracha. Wow, c'est chidouche, n'est-ce pas? Chidouche. Eh bien, j'enseignais ça là, je leur disais, je me souviens à l'époque, je leur disais, mais j'ai vu faire ça. J'ai jamais vu quelqu'un, même un Talmid Chacham qui est Medagdek Bamitzvot, qui s'installe 1 heure à étudier un mamato, je fais la bracha sur l'heure d'étude. Je vous conseille, si vous allez dans la Souka Travero ou la Souka de la Yeshiva, la Souka de la Choule, voilà.
dans lequel, en général, vous ne mangez pas de gâteau et de pain parce que vous avez une souka à la maison, je vous conseille vivement d'amener un petit morceau de gâteau avec vous et de faire la bracha là-bas. Et cette bracha va inclure l'ensemble des autres utilisations. Oui, ou bien quand vous êtes invité chez un ami, on va rester une demi-heure à parler, gentiment, vous lui suggérez. Je prends sur moi, sur mes épaules, je dis voilà, j'ai entendu un chiot. On dit quand on est invité chez un ami à discuter pendant une demi-heure, c'est bien de réclamer un morceau de gâteau pour faire la bracha. Voilà. Vous direz ça en mon nom. Et donc, vous gagnerez une bracha sans le moins de safek. Mais c'est bien de savoir que la bracha de l'Esheb Basuka n'a pas disparu. Elle n'a pas disparu du fait qu'on ne mange pas de gâteau. Enfin, si dans une souka où je ne mange pas de gâteau, voilà, prenons un cas qui est allergique au gluten, il ne peut pas manger de pain et de gâteau, eh bien, il doit faire la bracha sur la souka, sur le fait qu'il est dans la souka, tout simplement. Voilà, je boucle ici, je vois le 9h qui tape. Je vais laisser la place donc à d'autres shiurim, Bezat Hashem. Voilà, j'ai tâché de très très rapidement, hein, de manière très superficielle, mais au moins que vous ayez tous l'ensemble ces idées, vous voyez la complexité de ces halachot au niveau d'abord de l'usage de la souka, au niveau de la confection de la souka, au niveau de la kavana qu'il faut avoir. Ça demande vraiment une grosse étude. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits, de Shulchan Aruch immense. Donc, je vous invite tous à revoir ces halachot. Prenez même un kitsour. Il y a beaucoup de kitsurim maintenant. Revoir toutes ces halachot et les appliquer, Bezat Hashem. Et encore, pour se quitter avec le mot traditionnel, en espérant que la situation se calme en Eretz HaKodesh, et que, voilà, que tous les choutniks que nous sommes, qu'on monte en Eretz Israël, Bezat Hashem, qu'on se retrouve tous ensemble, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que le miracle se passe, que personne ne dira Tsarali à Makov, personne ne dira au Beth Amikdash, je ne vois pas comment 9 millions de juifs vont aller, ça je ne sais pas. Mais bon, j'ai confiance qu'Akadosh Baruch Hu, il fera qu'on pourra tous rentrer dans le parvis du Beth Amikdash reconstruit très bientôt. Amen. Chag Sameach à tout le monde. Amen, amen. Chag Kol Sameach. Tov. Chag Sameach à tout le monde. Kol Tov, Kol Tov. Chag Sameach, Chag Sameach. Chag Sameach. Allez, Kol Tov, Kol Tov.